Aujourd'hui, on dit que alors, je sais pas, le prix si on appelle ça des défauts, on appelle ça des faiblesses physiques. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Que le prix du kilowattheure fourni par l'éolien est aujourd'hui au même prix que le nucléaire si on intègre tous les coûts du nucléaire. Non, vous n'intégrez pas tous les coûts de l'éolien dans cette affaire. Et vous intégrez tous les coûts du nucléaire, Absolument. y compris le démantèlement des centrales? Absolument, oui. Le démantèlement, c'est 10% du coût de construction. C'est pas très cher le démantèlement, parce que le démantèlement, c'est aller avec des scies et tout couper. Vous êtes sûr que c'est si peu cher que ça? Je suis tout à fait sûr, oui. Donc c'est à peu près 10%, 15% si vraiment vous voulez ceinture et bretelles et je sais pas quoi, et que vous avez peur de trucs qui sont pas justifiés, mais voilà, on est dans ces ordres de grandeur-là. Il y a des tas de centrales dans le monde qui ont été retournées au gazon, hein. Donc il y a des retours d'expérience. Vous avez en France des installations en cours de démantèlement en ce moment, il doit y en avoir une vingtaine à peu près. Vous avez toute la filière graphite gaz qui est en cours de démantèlement, vous avez plein de réacteurs de recherche qui sont en cours de démantèlement. La petite sœur ou le petit frère de Superphénix qui s'appelle Phénix, qui a fonctionné très bien pendant 30 ans à Marcoule, est en cours de démantèlement. Enfin, il y a plein de trucs qui sont en cours de démantèlement. Ça pose pas de problème majeur, ça pose des problèmes, il faut être un peu précautionneux, mais ça pose pas de problème majeur. Donc l'éolien, aujourd'hui, ce que je disais sur l'éolien, le coût du mégawattheure qu'on annonce comme étant faible est un coût avec lequel le train de 8 heures part s'il y a du vent. Ce qui veut dire que l'éolien ne peut pas être la seule partie du mix énergétique. Ce qui veut dire que l'éolien, pour comparer ce qui est comparable, il faut comparer le coût d'un système pilotable, que ce soit une centrale, un barrage hydroélectrique, vous tournez le robinet, vous avez de l'électricité. Centrale nucléaire, vous tournez le robinet, vous avez de l'électricité. Une centrale à gaz, vous tournez le robinet, vous avez de l'électricité. L'éolienne, vous ne tournez pas le robinet, vous attendez qu'il y ait du vent. Bon. Si vous voulez tourner le robinet pour qu'il y ait de l'électricité, il faut rajouter à l'éolienne le dispositif de stockage qui va derrière pour être sûr que le train de 8 heures parte à 8 heures. Bon. Et à ce moment... Donc des batteries. Non, aujourd'hui, les systèmes dans le stockage de l'électricité qui est le plus fréquemment répandu, c'est des barrages réversibles qu'on appelle des stations de pompage. Les batteries, qui posent un problème écologique. Qui posent un problème écologique parce qu'il faut faire les barrages, mais les batteries posent un problème écologique parce que faire une batterie, c'est de l'industrie métallique, enfin c'est de la métallurgie, et donc il faut faire les mines. Vous n'avez pas d'énergie sans contrepartie, ça n'existe pas, donc il faut choisir les contreparties. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec la quantité de métal qu'il faudrait pour avoir des batteries partout, pour avoir des éoliennes partout, vous serez morts et vos enfants aussi, qu'on n'y sera toujours pas. Donc la question d'avoir un système complet dans le domaine électrique avec des éoliennes et des batteries, quand vous regardez le coût global de cette affaire, ce que j'ai fait, ça vous revient globalement 10 fois plus cher qu'un système nucléaire, même un système nucléaire cher. Parce que l'éolienne n'est pas un système complet, c'est un système partiel. Est-ce que vous avez intégré tous les coûts, y compris les coûts avec des éventualités faibles mais réelles, comme par exemple ce qui s'est passé à Fukushima, et qui doit être intégré dans les coûts? Oui, parce que vous avez... une région rendue inhabitable? Non, la région n'est pas rendue inhabitable à Fukushima. Vous voulez habiter alors là, je préférerais, sans hésiter une seconde, si on me donne le choix entre habiter à Fukushima et habiter à côté d'une usine chimique ou à côté d'une autoroute ou à côté d'une centrale à charbon, je vais habiter à Fukushima sans hésiter une seconde. Pourquoi? Parce que vous préférez un risque faible mais grave à un risque... Non, le risque n'est pas faible mais grave. Le risque, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les rapports de l'UNSCEAR vous disent qu'il n'y a pas de risque à cause du surplus de rayonnement. Mais excusez-moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que vous écoutez d'habitude vos copains journalistes au lieu d'écouter les gens. Je suis moi-même journaliste, oui, j'ai des amis journalistes, j'ai aussi des amis experts, et lesquels m'expliquent que la maladie des rayons existe. C'est pas des experts du coup. C'est des gens que vous invitez, mais c'est pas des experts. Et alors par exemple, Tchernobyl, qu'est-ce qui s'est passé? Faites venir un médecin. Faites venir le chef du service de médecine nucléaire de la Pitié-Salpêtrière. Je peux vous donner ses coordonnées, il vous expliquera. Lui est un expert. Écoutez, moi, je suis là pour vous écouter de toute façon. Mais faites venir un médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les radios n'invitent jamais de médecins quand il s'agit? C'est les seuls qui savent. toutes sortes de gens. Non, vous invitez des associatifs, vous invitez des gens comme moi, vous invitez pas de médecins. Non. Invitez un médecin. On invite des gens à charge, à décharge, des gens pour le nucléaire. Non, mais il n'y a pas. J'écoute les experts. Vous savez, alors il y a les faits et les opinions. En ce qui concerne les faits, comme par exemple le fait que la Terre est ronde, il n'y a pas de gens à charge et à décharge. Vous n'allez pas inviter dans le studio, enfin vous pouvez si vous voulez inviter des gens qui disent que la Terre est plate, mais je ne pense pas que ça va améliorer la compréhension du monde des gens qui vous écoutent. Donc un expert dans le domaine de l'impact des rayonnements ionisants sur la santé s'appelle un médecin. Voilà, donc c'est ces gens-là qu'il faut inviter. Vous avez des gens qui s'occupent de médecine nucléaire dans ce pays, c'est ces gens-là qu'il faut inviter. Non, mais vous avez tout à fait le droit de défendre le nucléaire, c'est votre droit. Je ne suis pas en train de défendre le nucléaire, je suis en train de... Non. Je suis en train de défendre quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Je suis en train de défendre ce qui fait la légitimité d'un expert. C'est ça que je suis en train de défendre. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut un expert pour savoir ce qu'est un expert. Non, un expert ne s'autoproclame jamais expert, ça n'existe pas, ça. Un expert est considéré comme expert quand il a une compétence reconnue par ses pairs. Voilà, c'est ça. Et quand il a publié dans des journaux scientifiques à comité de lecture,
des conclusions ou des théories ou des démonstrations qui n'ont pas été invalidées par le même canal. C'est ça un expert. Si on veut revenir à une politique agricole qui favorise une agriculture plus diversifiée, moins spécialisée régionalement, avec des circuits de desserte plus courts et des gens qui achètent plus de produits bruts, ça ne va pas se faire en une semaine. Mais vous dites qu'il faut sauver nos agriculteurs. Je dis que si vous ne mangez pas, vous allez avoir du mal à faire la matinale de RTL. Donc à un moment, il faut quand même une agriculture. Oui, il faut, entre guillemets, sauver les agriculteurs, au sens où si vous n'avez pas de gens qui s'occupent de ce secteur-là, vous n'aurez pas de production agricole. Cette crise, Jean-Marc Jancovici, elle nous rappelle une chose, c'est que dans un monde comme le nôtre, c'est compliqué de prendre des mesures à l'échelle de la France uniquement. On a vu qu'il fallait sans doute penser au niveau européen, et j'allais vous dire, mais même au-delà, est-ce qu'on n'a pas voulu en faire trop? Est-ce qu'on n'a pas voulu être trop bon élève? C'est pas qu'on a voulu être trop bon élève, c'est qu'on est dans un contexte qui est radicalement nouveau. Encore une fois, ce qui est en train de se passer en ce moment, avec à la fois la pression climatique, la pression sur les ressources, l'urbanisation qui a mis beaucoup de gens loin d'un secteur qui ne leur parle absolument pas. Vous savez, alors je crois que c'était en Suisse où on avait demandé à des gamins de dessiner une vache, et un certain nombre d'entre eux l'avaient dessinée violette, parce que la seule qu'ils avaient jamais vue, voilà, exactement, c'était la vache Milka. Et je suis sûr, pour reprendre la blague de Coluche, qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de gamins à qui vous demanderiez de dessiner un poisson, ils vous le dessineraient carré avec les yeux dans les coins. Donc, c'est la blague sur les poissons surgelés à l'époque. Nous, les vieux, on a connu ça. Et donc, aujourd'hui, on a une population urbaine qui est raisonnablement déconnectée des réalités de ce qu'est le secteur, de ce qu'est vraiment le secteur agricole. Même dans l'imaginaire français, en fait, on oscille entre la petite ferme sympathique, etc., alors que la réalité d'une bonne partie des exploitations céréalières, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des monstres mécaniques qui se baladent sur des grandes surfaces qui sont totalement défrichées, où il n'y a plus une haie. Enfin, ça ne ressemble pas vraiment à la petite ferme de notre enfance. Et aujourd'hui, ce dont on a vraiment besoin, c'est de se mettre un cahier des charges dans lequel il n'y a pas d'incohérence. Aujourd'hui, encore une fois, on demande des trucs incohérents, qui se recollent pas les uns avec les autres. Alors, est-ce que ça dépend de l'Europe? Oui, bien sûr que ça dépend de l'Europe, mais enfin, l'Europe, elle est notamment faite par la France. Et pendant longtemps, la France a été une bénéficiaire nette de la politique agricole commune, c'est-à-dire qu'elle nous rapportait plus qu'elle nous coûtait, et donc on n'était pas très pressé de changer les choses. Donc elle a bon dos, l'Europe. Oui, elle a souvent... Alors, globalement, les politiques européennes ont souvent bon dos, oui, bien sûr. Gabriel Attal, dans son discours de politique générale la semaine dernière, a défendu une écologie populaire. Façon de dire qu'il était contre une écologie punitive. C'est quoi une écologie populaire? C'est à lui qu'il faut demander, non? Bon, mais ça peut être efficace d'après vous, ça? Non, en fait, j'imagine. Je ne suis pas porte-parole de Gabriel Attal, mais j'imagine qu'il faut avoir la coopération des citoyens. Oui, alors... Ça ne peut pas se faire sans eux, en fait. Dans une démocratie, faire boire beaucoup d'ânes qui n'ont pas soif, c'est compliqué. Donc c'est évident que si on veut avoir un avenir qui soit, entre guillemets, écologique, ça ne peut pas se faire sans l'assentiment d'une large partie des citoyens. C'est absolument évident. Maintenant, qu'est-ce que l'écologie populaire de M. Attal? Je ne sais pas. Donc encore une fois, il faut lui demander. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas particulièrement intéressé à ce genre de sujet. Donc je ne sais pas s'il va nous sortir d'un chapeau un truc qui a été longuement pensé, pas complètement persuadé. Et s'il y avait 3 mesures concrètes à prendre aujourd'hui pour sauver notre planète, ce seraient lesquelles? Vous nous aviez dit les 4 voyages en avion par an, par habitant. Par vie, pardon. Il n'y a pas 3 mesures à prendre pour sauver notre planète. C'est structurel, encore une fois. Donc je crois que vous démarrez une Green Week. J'ai fait une petite chronique samedi dernier sur votre même antenne en disant c'est pas la Green Week qu'il faudrait faire, c'est la Black Week. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait être sage toute l'année et se défouler de temps en temps. C'est évident que là, on est en train de proposer le verre de jus d'orange, pardon pour la rédaction de M6, mais on est plutôt dans le registre du verre de jus d'orange que boit le poivreau une fois dans l'année pour se donner bonne conscience. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, excusez-moi. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc... C'est pour ça que si vous me dites est-ce qu'il y a 3 mesures, non, il n'y a pas 3 mesures, il y en a 1 million. C'est quelque chose qui doit être, encore une fois, structurel. Je vais vous donner un exemple. Il y a énormément d'entreprises qui font une fois dans l'année un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une investigation qu'elles font a posteriori. Et c'est pas ça qui leur sert à arbitrer de façon massive les décisions qu'elles prennent. D'accord ? La bonne manière de s'y prendre, c'est pas de faire ça une fois dans l'année, c'est de faire ça en permanence dans toutes les opérations du quotidien et de surveiller plusieurs indicateurs à la fois. Et de rectifier le tir au fur et à mesure. Parce que malheureusement, on va vivre dans un monde de plus en plus complexe dans lequel on ne pourra pas se contenter juste de l'argent en considérant que les prix embarquent toute l'information nécessaire pour piloter l'avenir. On va devoir piloter plusieurs choses à la fois. Et à ce moment, ça demande une surveillance, quelque part, une attention constante à la chose qui nous intéresse. Et ça demande de mettre ça dans toutes les décisions qu'on prend à tout moment. Bon, et tant qu'on ne fait pas ça, ça ne sert à rien de faire un bilan une fois dans l'année en se disant « Ah ben merde, on n'y est pas ». Bon. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Bon, moi je vais emmener boire mon âne qui n'a pas soif, si vous le voulez bien.